Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité, c'est 100% Alsace, 100% régional et on va faire du sport avec Denis Negelen, directeur du tournoi des internationaux de tennis de Strasbourg, ce sera du 17 au 25 mai et on reviendra sur le plateau à venir. Vera Bostiak et son invitée Julie Jacob, ça sera à suivre, il y aura Delphine Despizer qui s'entraîne au dog dancing, c'est tout à fait sérieux et en route pour le contournement ouest de Strasbourg, ça sera en fin d'émission, on parlera d'archéologie ici chez nous en Alsace, et notamment de sépultures qui ont été trouvées. Juste avant ça, c'est l'actualité, Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de ce JT. Aujourd'hui, c'est la journée nationale pour la santé à domicile. Nous avons donc suivi des professionnels de la santé pendant leur visite. Association recherche bénévole, le Carillon veut créer un réseau de commerce solidaire pour aider les personnes sans domicile fixe. Et puis nous avons rencontré le No Limit Orchestra. Il a tous des attributs d'un orchestre traditionnel, sauf le répertoire. Eux ont choisi les bandes originales de films et de jeux vidéo. Plus de 2 millions de Français bénéficient de soins à domicile. Certains sont immobilisés temporairement suite à des accidents ou des opérations. D'autres souffrent de maladies chroniques ou de pathologies respiratoires. Pompe à insuline, perfusion, appareil pour l'apnée du sommeil, autant de dispositifs pris en charge par des prestataires de santé à domicile. Et ils sont mis à l'honneur aujourd'hui pour cette première journée nationale de la santé à domicile. Fanny Kunz. Comme tous les matins, Myriam prépare sa tournée du jour. Elle est infirmière à domicile, mais elle ne prodigue pas de soins. La particularité de son métier est peu connue. Elle s'occupe de l'assistance technique des appareils médicaux. Respirateurs, pompes de nutrition, appareils d'apnée du sommeil, son quotidien est rythmé par le bruit des machines qui n'ont plus de secret pour elle. Elle n'en oublie pas pour autant ses patients. On se rend chez le patient, on fait en sorte que la prescription médicale soit respectée, que le confort du patient soit respecté, qu'il soit en sécurité, avec des transmissions des retours qui sont faits aux médecins et la formation aussi qui est très importante de tous les gens qui peuvent graviter autour du patient. Et on a le côté relation humaine qui est très très important. Notre façon récurrente d'aller les voir, ça leur permet de voir quelqu'un, de soulever des problèmes. Donc être à l'écoute des patients, c'est très important. Ce matin, Myriam a rendez-vous avec Florian, suivi à domicile depuis 6 ans pour sa maladie. Trachéotomisé, ce vice-champion d'Europe de karaté ne peut pas vivre sans son respirateur. L'assistance à domicile lui permet de vivre chez lui sereinement et lui évite une hospitalisation. Je vis comme une personne valide à domicile, sauf que j'ai une aide médicale qui vient voir si tout va bien. Elle contrôle les respires, si ça marche. Elle demande si j'ai pas eu de problème. C'est important pour voir si au cas où si j'ai un respire qui tombe en panne, comme quoi on peut me le remplacer dans la journée même. Avec le vieillissement de la population et la multiplication des maladies chroniques, les métiers de la santé à domicile se développent mais restent encore mal connus. Implanté en Alsace depuis 30 ans, Adira l'assistance est une interface entre l'hôpital et le domicile. Nous avons véritablement un métier de proximité. Toutes les technologies que l'on peut envisager n'ont de sens que lorsqu'elles nous permettent d'être plus présents et de façon plus pertinente chez le patient. Et effectivement, au travers de l'accompagnement du patient, nous allons permettre un meilleur traitement, une meilleure prise en charge et contribuer également à la prévention. Cela permet aux patients d'éviter une hospitalisation prématurée et de rester dans de bonnes conditions et d'avoir la vie la plus normale, puisque l'objectif c'est bien sûr de permettre aux gens de rester chez eux, mais pour sortir de chez eux, mais pas pour aller à l'hôpital. En France, 75% des patients estimeraient que leur quotidien s'est amélioré grâce à la prestation de santé à domicile. Dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg, l'association Le Carillon cherche à développer un réseau de commerce solidaire pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe. Et pour cela, il lui faut des bénévoles, avis donc aux intéressés. Et puis, nous sommes allés à la rencontre du No Limit Orchestra, un orchestre pas tout à fait comme les autres. Ça se passe avec Adrien Laby.
les flûtes traversières entonnent l'air de Zelda et que les clarinettes, trompettistes et saxophonistes les rejoignent, c'est une plongée directe dans l'univers du jeu vidéo que nous propose No Limit Orchestra. Avec lui, les musiques de films épiques tels que Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars et de jeux vidéo comme Mega Man ou Metal Gear Solid sortent du salon pour être joués en public. Créé en janvier 2018, cet orchestre d'instruments à vent s'est spécialisé dans la culture geek, une façon de promouvoir ce genre musical. Je suis plutôt un rétro gamer parce que ça fait longtemps que j'ai plus le temps de jouer, mais c'est surtout par rapport aux jeux que je jouais quand j'étais petit, donc c'est une forme de nostalgie de ces musiques-là qui sont épiques, qui sont vraiment puissantes, énormes et du coup qui nous restent beaucoup en mémoire, et il y a vraiment ce côté nostalgie qui nous revient, et je me suis dit ce serait vraiment sympa de la jouer hors du salon, parce qu'au final on l'entend que dans nos salons quand on joue aux consoles, et là c'est vraiment en concert, en extérieur, dans une église, dans les salles de concert. Et ce répertoire, ils sont les seuls à le jouer dans le Grand Est. En seulement quelques mois d'existence, leur succès est déjà bien installé. C'est vraiment de permettre aux gens aussi qui n'ont pas l'habitude d'aller au concert, de leur donner une opportunité d'écouter quelque chose qu'ils n'ont pas du tout l'habitude. Ça se fait très rarement, les concerts de musique de jeux vidéo, et ne serait-ce aussi que de manga. Alors on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ça s'est vérifié plusieurs fois dans nos concerts, où on avait plus de 1000 personnes en juillet à l'église Saint-Thomas, et on ne s'attendait pas à un tel succès, et vraiment avec un public qui est vraiment très éclectique. Il y avait des très jeunes, des très âgés, enfin il y avait vraiment de tout, qui vient écouter par curiosité. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? L'ensemble est composé de 85 musiciens, dont une quinzaine d'amateurs issus des harmonies de la région. C'est très public, ça ressemble un petit peu à une formation d'opéra, mais sans la fosse. Et ça me change un peu aussi de l'habitude que j'ai de faire de la musique contemporaine ou très classique. Ça nous fait nous pencher sur la culture populaire, et c'est une bonne chose en fait, je pense, surtout en tant qu'étudiant, de nous pencher sur la culture populaire et d'y avoir un intérêt particulier. Parce que ça nous permet d'approcher rigoureusement en fait cette musique, et pas seulement comme un divertissement. Prochain challenge, enregistrer la musique du prochain jeu vidéo Joinbot et jouer la bande originale du film Interstellar dans la cathédrale de Strasbourg en 2019. Voilà 2 semaines que Gabrielle arpente les rues de Strasbourg. Elle démarche les commerçants pour les faire adhérer au Carillon. Objectif de cette association qui s'implante à Strasbourg, créer un réseau de commerçants solidaires des personnes sans abri. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez Citizen, une agence de communication qui souhaite s'engager. Ce qu'on vous propose, c'est effectivement de pouvoir permettre aux gens d'affranchir leur courrier pour ce qui vous concerne. Alors ça va être l'accès à Internet sur un poste si vous en avez un dispo. Vous chargez le téléphone. Vous chargez le téléphone. C'est signé pour Citizen. Le réseau du Carillon à Strasbourg compte pour l'heure une dizaine de structures partenaires, principalement des restaurateurs. En effet, quand on pense solidarité avec les SDF, on imagine tout de suite de la nourriture et des boissons. Mais les besoins de ceux qui vivent à la rue sont en fait beaucoup plus divers, comme en témoigne ce que propose l'agence de communication. En se renseignant sur l'association, on s'est rendu compte que les petits services du quotidien étaient pas uniquement culinaires, et qu'il pouvait y avoir pas mal de services bureautiques, comme l'accès au Wi-Fi, comme l'accès à des photocopies, au scanner, l'envoi de mails, ou même accéder à un ordinateur. Et donc là, du coup, l'entreprise prend tout son sens. L'idée, c'est vraiment de recréer des lieux d'accueil bienveillants en dehors des structures qui existent déjà et qui fonctionnent bien, comme les accueils de jour, les accueils de nuit, etc. Mais c'est vraiment d'inciter aussi les personnes en difficulté qui le souhaitent à retourner dans ces lieux de vie, de la vie de tous les jours pour tout le monde. C'est vraiment ça l'objectif aussi, de recréer du lien et de permettre aux gens de retourner un peu dans la vie de tous les jours, quoi. Pour informer les bénéficiaires, un système de stickers leur indique ce qu'ils pourront trouver sur place. Dans l'agglomération strasbourgeoise, les associatifs estiment à environ 300 le nombre de sans-abri, une réalité face à laquelle beaucoup souhaitent agir, mais il n'est pas toujours évident de s'engager. Effectivement, on a tous des moments de vie, on est un peu occupé dans ses vies perso, avec les enfants, avec le rythme effréné du quotidien. Mais en fait, même sur notre lieu de travail, on peut apporter quelque chose, oui. Le soir même, ces réunions d'information à destination des bénévoles, le Carillon recrute. Leur mission sera de démarcher les commerçants dans leur quartier et de les sensibiliser aux problématiques des personnes en grande précarité. Spécificité de cet assaut, elle recherche également des bénévoles parmi les SDF eux-mêmes.
Les bénévoles qui sont sans domicile, on leur propose de faire exactement la même chose que les bénévoles avec domicile, donc aller démarcher des commerçants, participer à des temps de sensibilisation, etc. Après, on leur propose aussi, s'ils le souhaitent, de faire un peu les clients mystères chez les commerçants du réseau, pour qu'on puisse avoir des retours sur l'accueil, savoir si c'est effectivement des espaces d'accueil bienveillants, etc. Et on leur propose aussi, pour ceux qui le souhaitent et qui ont envie d'en parler, de pouvoir témoigner à l'occasion de nos événements d'un parcours de vie à la rue, etc. Et voilà. Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Ainsi, ce soir, ce sont 2 personnes qui rejoignent l'association. Cette dernière se donne 1 an pour monter un réseau solide de commerçants partenaires et recherche activement l'aide de toutes les bonnes volontés. Et on prend la direction de Paris à présent pour revenir sur le rapport parlementaire concernant la zone euro. Un rapport présenté par le député du Bas-Rhin, Sylvain Waserman, également vice-président de l'Assemblée nationale, et son homologue des Vosges, Christophe Négelen. Il propose 4 axes clés pour renforcer la zone euro. Nora Bouriois. L'euro est la monnaie officielle de 19 des 28 pays membres de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, cette zone fait face à des divergences économiques et politiques. Pour y remédier, le député du Bas-Rhin, Sylvain Waserman, veut lancer un code européen des affaires. Et pour ce faire, il propose de s'appuyer sur l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui verra le jour le 22 janvier prochain. Aujourd'hui, une entreprise qui veut travailler sur toute la zone euro, elle a 19 droits des affaires différents, 19 statuts différents pour leurs filiales, 19 assiettes fiscales différentes, 19 réglementations des faillites différentes. Donc cette logique de création d'un code européen des affaires autour d'une impulsion française et allemande, c'est à notre sens une proposition forte de reconstruction de l'avenir de la zone euro. Autre piste proposée par le député, la création d'un fonds dit de stabilisation. Il permettrait selon lui d'accélérer le retour à l'emploi et d'éviter la chute brutale du pouvoir d'achat en période de crise financière. Ce budget européen permettrait de financer des formations qualifiantes, d'indemniser les personnes pendant leur formation et l'essentiel étant pour moi que les citoyens aient directement cette aide de l'Europe et qu'ils soient conscients que cette formation qualifiante, que cette indemnisation pendant cette formation qualifiante viennent du budget de la zone euro. Une autre proposition du rapport concerne le financement du budget de la zone euro. Pour l'alimenter, le député préconise des ressources fiscales propres qui pourraient venir en partie de la taxation des géants du numérique, affaire à suivre. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour d'Oliviane. L'application Trainline a pisté les voyageurs étrangers dans le Grand Est. Sans surprise, c'est Strasbourg, la ville la plus visitée par les étrangers, devant Reims et Colmar. Plus étonnant, Thionville devance Mulhouse. Plus surprenant encore, c'est à Châlons en Champagne que les étrangers restent le plus longtemps. Mulhouse arrive en 4e position, Strasbourg et Colmar ne sont que 8 et 9e. Anglais, Allemands et Américains choisissent Strasbourg dans cet ordre. Américains, Anglais et Suisses optent pour Colmar. Et décembre n'est pas le mois le plus chargé. Juillet arrive en tête devant septembre. Février est le plus désert. Et voilà pour le JT. Merci beaucoup Anna Brice. On accueille le plateau d'Alsace 20 ce soir. Vera Bossiac-Venez, Denis Négelen avec nous, accompagné de Julie Jacobs. On est ravis de vous accueillir. On va parler de tennis, on va parler de tatouage. Très étonnant le tatouage, surtout que... voilà, je vais pas plus déflorer. Ce que je propose, c'est un petit coup d'œil d'abord sur le temps et on parle tennis juste après. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien, ce jeudi matin, il me semble que le soleil a pris un congé longue durée. Résultat, des nuages absolument partout en Alsace ainsi qu'aux frontières rhénanes. Les valeurs dans la matinée. Oui, nous sommes en hiver, il fait 0 degré du côté de Kiel ou encore à Bâle. 1 degré ce sera pour Mulhouse ainsi que Karlsruhe ou encore Wissembourg. 2 degrés de Saint-Jean-de-Saverne à Strasbourg et 3 degrés si vous êtes à Colmar. L'après-midi, eh bien,
Alléluia, il revient peut-être, puisqu'il y aura quand même encore pas mal de nuages absolument partout en Alsace et carrément un ciel très couvert si vous êtes du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Wurtemberg. Les valeurs dans l'après-midi, heureusement, il va faire meilleur. 9 degrés du côté de Wissembourg en passant par Mannheim, 10 degrés à Saverne, 12 degrés sur l'ensemble du Haut-Rhin ainsi qu'à Pratteln, 13 degrés ce sera la maximale du côté de Fribourg. Et 11 degrés de Strasbourg jusqu'à Baden-Baden. Votre journée de vendredi, eh bien, sous les nuages et les valeurs iront jusqu'à 10 degrés, notamment en Alsace et chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg. En ce jeudi, nous célébrons les Saturnins. Bonne fête. Le soleil se lèvera à 7h57 pour nous dire au revoir à 16h37. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain. C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid, eau minérale naturelle. Denis Negelen est notre invité. On parle de tennis, directeur des internationaux de Strasbourg. Ça y est, les dates sont bloquées. 17 au 25 mai 2019, ça sera du côté du Wacken. C'est toujours le deuxième tournoi français après Roland-Garros? Non, c'est le premier tournoi féminin en France. Roland-Garros, c'est un tournoi mixte, donc il n'est pas dans la même catégorie. Alors il faut quoi pour faire un tournoi qui est populaire, où il y a un réel engouement d'année après année? Il faut essentiellement avoir quand même un beau plateau, un site facile d'accès et un confort et des animations qu'on propose au grand public. Alors vous êtes déjà prêt pour 2019, comme le montre ce teaser qu'on vous propose de suite sur Alsace 1. C'est parti. Voilà, premier tournoi féminin français, ça sera les IS. Je voudrais juste, Denis Negelen, qu'on revienne sur ce moment assez incroyable qui était la finale 2018. Est-ce qu'on est quasiment sur des records, là, 3h35 de tennis? Oui, c'est un match historique. C'est en fait le deuxième match le plus long de l'histoire du tennis féminin. Donc ça fait partie de l'histoire des IS, mais de l'histoire du tennis mondial. Ouais, 3h35, c'est un combat incroyable, c'était toute une dramatique, et avec plein de péripéties, c'était vraiment magnifique. Et je pense un peu quand même qu'on a eu cette chance-là, parce que la semaine a été très belle, le temps était très beau, mais on n'a pas eu de grands matchs sur le plan sportif. Et c'est la finale qui a tout rattrapé. C'est l'apothéose. Ouais. Alors, il y a eu 3 sets, 3 tie-breaks. Un premier set remporté par Dominika Cibulco, numéro 4 mondial. Donc là, on se dit, ok, c'est plutôt bien parti pour elle, après 1h05 de jeu. Et là, ça switch. Oui, ça bascule, parce que Pavlyuchenkova est une formidable combattante. Et elle a tenu bon, courageuse, enfin jusqu'au bout. Enfin, elle a sauvé des balles de match. Ça a été un match comme on les aime, parce que des matchs aujourd'hui de tennis, il y en a beaucoup, et des matchs avec autant d'émotions, ils sont très rares. Comment on attire toutes ces joueuses chaque année? Bon, écoutez, on a la chance quand même de faire partie d'un circuit qui est mondial, qui est organisé, où toutes les meilleures joueuses du monde participent. Et puis, on les accueille en leur donnant confiance, en disant venez plutôt à Strasbourg plutôt que de ne pas jouer avant Roland-Garros. C'est pour ça, eh bien, c'est un peu la réputation du tournoi. Elle se construit sur le fait qu'on leur donne des cours d'entraînement exceptionnels, d'une qualité exceptionnelle, exactement les mêmes qu'à Roland-Garros. Ils sont souvent meilleurs parce qu'ils sont moins joués, et parce qu'on a un hôtel qui est à côté du site. Donc elles ont des cours d'entraînement des mêmes balles qu'à Roland-Garros, fabriquées la même semaine. Donc c'est une très très belle préparation à Roland-Garros. Celle qui gagne le tournoi est évidemment d'office invitée par vos soins, j'imagine, l'année d'après. Est-ce qu'elle va revenir, la Russe? Non, elle n'est pas invitée. En fait, on l'invite si elle n'a pas le classement pour rentrer l'année d'après, mais c'est quand même exceptionnel. Est-ce qu'on peut déjà avoir quelques noms? Non, mais non, on ne peut pas avoir de nom, tout simplement parce que je ne peux pas encore préjuger elles ont jusqu'au mois de février, fin février pour s'inscrire. C'est même, on va dire même mars pour s'inscrire. Donc, les annoncer, on aura quelques noms à donner à partir de
pendant l'Open d'Australie. Là, on est certain, les joueuses font vraiment leur calendrier de l'année et on va arrêter déjà des premiers noms importants. Et par rapport justement aux joueuses françaises, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'elles sont plutôt contentes de participer? Elles sont tout de suite d'accord? On a toujours besoin, quand on est français, quand on fait un tournoi en France, d'avoir les Français ou les Françaises. Le public les attend, il aime les confrontations entre les meilleures Françaises et les meilleures étrangères. Mais j'ai la prétention de penser qu'un tournoi avec des IS peut se passer, comme ça a été le cas cette année. Garcia n'est pas venu, Mladenovic n'est pas venu. Garcia qui a gagné en 2016. Ça ne nous empêche pas de progresser, mais à titre personnel, je préférerais qu'elle soit là. Un petit mot également sur le public qui vient en nombre et tout le monde économique et politique. Tout le monde se donne rendez-vous à un moment donné aux IS. Ça, c'est un satisfecit ? Ah, bien sûr, c'est un grand satisfecit parce que c'est aussi, alors c'est pas le monde politique et tout, mais c'est le fait qu'on ait un peu changé le modèle économique depuis quelques années et qu'on se soit concentré sur la qualité de l'hospitalité et qui permet en fait aux entreprises de trouver un produit qui correspond à leurs attentes en termes d'accueil, de confort et d'intérêt, d'animation et surtout de qualité gustative, gastronomique, etc. qui fait qu'on a de plus en plus de succès et que plus que les people, je dirais les leaders d'opinion du Grand Est retrouvent aux IS. C'est une chance pour nous. Voilà, et votre télé alsacienne, 100% alsacienne préférée, est présente évidemment aux IS à midi, et ça sera encore le cas l'an prochain. Vous restez avec nous, Denis Negelen, on marque juste une petite pause, et à suivre, on va en savoir un petit peu plus sur tous les sacs que vous avez ramenés avec Julie Jacobs, votre invitée. C'est après ça. Et place à présent, comme tous les mercredis, au Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors avec moi ce soir Julie Jacobs qui est fondatrice d'une maison de tatouage dont l'idée est de transformer les objets en cuir en véritables œuvres d'art uniques. Bonsoir Julie. Bonsoir Vera. Alors vous venez du monde du luxe et vous avez créé un projet absolument fabuleux. Comment il est né? Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Alors effectivement, je viens du monde des maisons de luxe et puis un jour j'ai été acheter en fait un petit sac à main dans une de ces maisons-là. Je suis ressortie, j'étais très contente parce que c'était un très beau produit que j'avais acheté. Sauf que ce produit ne parlait pas vraiment de moi. Et moi j'avais envie que le petit sac que j'avais acheté dise quelque chose de qui je suis. J'avais envie qu'il raconte mon histoire et pourquoi pas que ce soit moi qui la raconte, puisque j'avais envie de pouvoir le personnaliser un peu comme je voulais. Et j'ai eu l'idée d'aller donner ce sac chez un tatoueur. C'est improbable. Oui, c'est complètement improbable. Un vrai tatoueur. Un vrai tatoueur, absolument. C'est improbable, mais je suis une mordue d'art contemporain et j'adore l'univers du tatouage. Et je trouve que ce sont de vrais artistes qui sont pas assez reconnus. Et donc, quand je lui ai donné mon sac, on a commencé à gribouiller quelques dessins, à réfléchir un peu aux couleurs, à l'emplacement, à la calligraphie. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'on était en train de mettre en place une véritable création artistique. Vous n'aviez pas trop peur de transformer votre sac de luxe finalement? Enfin, on sait pas le résultat que ça va avoir là. Alors, c'était la première fois, donc effectivement, il y avait un certain suspense. Mais je me souviens surtout de la joie que j'ai ressentie et de la fierté que j'ai eue quand je suis venue chercher le sac et qu'en fait, ce que m'avait fait l'artiste correspondait exactement à qui j'étais. Et du coup, j'ai commencé à le faire un peu, ça a plu autour de moi. Donc, je l'ai fait pour les amis. Et je me suis rendu compte que ça plaisait beaucoup. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de me consacrer entièrement au projet. Et donc là, tous les motifs qu'on voit par exemple sur le plateau et les images qui défilent, ce sont des tatoueurs, des artistes. Vous travaillez avec qui? Oui. Du coup, vous avez fait une sélection? Oui, absolument, une sélection très serrée quand même, avec des tatoueurs évidemment, avec des peintres, avec des graffeurs, avec des designers, avec des illustrateurs aussi. Et moi, j'interviens également sur la création. Et donc, on vient m'amener tout objet en cuir, donc sac à main, valise. C'est ça ma question justement, est-ce qu'on peut tout personnaliser? Parce que je vois que vous avez une petite veste qui est personnalisée, oui. Il y a des sacs, on peut personnaliser des chaussures, ça peut finalement être tout et n'importe quoi tant que c'est du cuir. Exactement, ça peut être tout objet de cuir, ça peut être un fauteuil, ça peut être l'intérieur d'une automobile, ça peut être une selle de moto, rigolo, un bracelet de montre, ça peut être tout objet de cuir et on personnalise jusqu'au bout. On peut faire du dessin, on peut faire de la calligraphie, on peut faire de la dorure sur cuir, on a vraiment tout l'étendue des possibles. Et par rapport au processus, du coup, ça se passe vraiment comme un tatouage sur la peau, on
va voir le tatoueur ou l'artiste, donc en l'occurrence vous, et on crée tout ce projet, il y a un petit croquis qui se fait, c'est comme ça que ça se passe? Alors en fait, moi je fais le trait d'union entre le client et l'artiste. Et quand on vient, on décide ensemble des contours du projet. Et puis ensuite, moi, je briefe l'artiste qui correspond le mieux aux aspirations, à l'univers, à ce qu'on souhaite. Et puis après, c'est une collaboration. C'est vraiment un travail à plusieurs mains. Et on intègre en fait le client à chaque étape de la création. Et avant de passer à la réalisation, on envoie en fait au client une photo avec son produit et l'incrustation. Comme ça, il peut se projeter. Exactement. Il n'y a aucune surprise. On sait exactement ce qu'on aura. Et alors, à mon avis, les téléspectateurs se posent une question. Mais est-ce que ça tient, la pluie, le soleil, tout ça? Alors oui. En fait, le procédé, c'est de la peinture sur cuir, façon tatouage. Et donc, on utilise une peinture qui a été spécialement développée pour tenir sur le cuir. Donc, qui accroche en fait la matière, la peau qui est le cuir, parce que c'est une peau. Et en fait, en fin de réalisation, on vient passer encore une couche de vernis pour vraiment terminer de fixer le pigment à la matière. Donc ça tient. Et donc c'est testé en laboratoire, ça résiste au frottement, ça résiste aux UV, ça résiste à l'eau. Donc c'est comme un tatouage, c'est indélébile et c'est ce qu'on aime. Et dernière petite question, le prix, ça coûte combien? Alors il y a deux types d'offres. L'offre qui est 100% personnalisée, là on a des artistes, des artisans d'art qui travaillent sur le projet. Il faut compter environ un mois de délai, mais les devis sont faits à la demande parce qu'évidemment ça dépend du travail qu'il y a à faire. Et à côté de ça, on a mis en place un catalogue de création artistique avec certains artistes qui existent déjà exactement, qu'on peut retrouver sur le site internet. Et en fait là, on a des dessins qui commencent à partir de 150 €. Il y a différents types de prix et on propose des coffrets Noël. C'est-à-dire que vous pouvez acheter le coffret pour un certain type de prix et la personne qui reçoit le cadeau décide de l'accessoire qu'elle a envie de personnaliser et revient ensuite et a le choix du dessin qu'elle veut dans la catégorie de produit qui lui correspond. Voilà, en tout cas, à vous faire un cadeau pour vous-même ou pour Noël. Regardez, vous retrouvez toutes ces informations sur le compte Instagram ou le site web. Voilà, on va se quitter dans 20 secondes. Merci beaucoup Vera, merci à vous et bravo pour ce travail. Un dernier mot d'une des Hélène, ouverture de la billetterie des IS. Alors, c'est le 4 décembre. Donc profitez-en pour vos cadeaux de Noël. En plus, les packs billetterie seront ouverts dès le 4 décembre avec des tarifs intéressants pour les premiers acheteurs. Voilà, et pour un moment exceptionnel. Merci en tout cas à tous. Restez avec nous, je vous retrouve après Delphine Vespizer. On parlera du contournement ouest de Strasbourg. Salut Pédanters et bienvenue à Feldkirch. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble la passion de Laetitia. Nous sommes accompagnés de deux de ses chiens, Never et Iron. Nous allons faire ensemble du Dancing Dog. Tout est dans le titre, donc tu danses avec tes chiens. C'est ça. Comment est-ce que t'es venue cette passion? Alors on a commencé avec Iron, ça fait 4 ans et demi maintenant. Après l'école du chiot, j'avais envie de faire une activité sportive avec lui pour le dépenser, parce que c'est quand même un gros loulou qui avait plein d'énergie. Explique-nous d'abord ce qu'est l'école du chien, qui est très important quand on accueille un chien chez soi. Je dirais même essentiel. Oui. Donc ça permet, voilà, donc aux maîtres et aux chiens d'aller en club canin. D'accord. De créer quelque chose, un lien particulier. Et de se comprendre. En général, c'est à partir de 3 mois, quand les vaccins sont effectués. On peut aller à l'école du chiot. Et si on accueille par exemple un chien qui est adulte, est-ce qu'on peut quand même aller dans cette école du chiot? Non, par contre on ira dans l'école des grands. Voilà. Et ça c'est très important pour la sociabilisation et pour que vous vous compreniez. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, on a voulu commencer par l'agility. D'accord. Mais Iron est très peureux. Donc, il n'a jamais voulu rentrer dans un tunnel, jamais monter une passerelle. J'ai pas voulu tenter plus le coup. Et donc, dans le club où j'étais avant, donc à Wittenheim, il proposait également le Dancing Dog. Inconnu au bataillon, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai dit, bon, pourquoi pas, allons-y. Et ensuite? Et ensuite, ça a été le coup de foudre, mais total. C'est devenu une passion, enfin je fais ça tous les jours maintenant avec mes chiens. Génial. Est-ce que tu crois que je suis un obstacle, petit coquin? Ah non, c'est une fille. Coquine, oui. Petite coquine. Le mieux, avant d'en parler, c'est que tu nous fasses une petite démo, non? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est parti, c'est par ici. Dancing Dog avec Laetitia. C'est trop mignon. J'adore. Mais j'aime aussi en fait comme elle te regarde.
Bon, il y a aussi des croquettes ici. Hein. On triche un petit peu, hein. Il faut quand même féliciter l'animal. Hein. Ça fait combien de temps que vous en faites ensemble? Avec Never, on peut dire que ça fait depuis toujours parce qu'elle est née à la maison. Mes chiens, c'est ma passion en général. Et avoir trouvé cette activité qui vraiment nous lie, ça crée vraiment un lien. Je veux dire, on bosse tous les jours. Entraînement fixe, sinon je me fais rappeler à l'ordre. Hein. C'est vrai? Ah oui, ils sont pas contents si on s'entraîne pas. Hein. Donc c'est vraiment un jeu pour eux? Pour eux, c'est ludique, c'est un jeu. Ils ont des friandises, ils ont du jeu, ils ont de l'affection, ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Si Never ne me connaît pas, mais que je donne les mêmes ordres que toi, est-ce qu'elle va m'écouter? Si tu donnes strictement les mêmes ordres que moi, sans te tromper, avec un petit peu de friandises, avec un peu de il friandises, devrait pas y avoir allez, de soucis. est-ce qu'on peut essayer? Bien sûr. On a retrouvé Iron qui va nous montrer ses talents de danseur. Alors Iron, c'est un Amstaff. C'est ça. Combien de pas de danse connaît Iron? Il en connaît un petit peu moins que Never. D'accord. Malgré qu'on ait commencé avant, il a eu une période où il avait plus très envie, il était un petit peu... Il était un peu lassé. Voilà. C'est comme les enfants, ils peuvent pas garder la concentration éternellement. C'est ça. Et au bout d'un moment, il a décroché. Ok, il fait sa crise d'adolescence? On va dire, voilà, 4 ans, il a fait sa crise d'adolescence. D'accord. Du coup, on l'a mis un petit peu au repos. Il était en pause pendant presque 6 mois. Combien de temps il faut à peu près pour apprendre les pas de base au dog dancing? On va dire que les pas de base, tels que le tourne autour d'un objet, passe d'une jambe à l'autre, c'est relativement simple. Quelques semaines suffiront si vous avez les bonnes techniques. Ok. Après, bien sûr, il y a le niveau au-dessus. Il y a beaucoup de pas très techniques qui mettent des mois, voire des années. Iron, est-ce que tu t'es bien échauffé? Allez, on va te regarder danser. C'est parti. Viens dire salut. Alors Iron et Never, vous étiez formidables. Laetitia, merci beaucoup de m'avoir fait partager ta passion. Merci à toi. Cette belle complicité, elle fait vraiment plaisir à voir. Merci pour ton amour des chiens. Et nous, on se dit Morretskiet et à bientôt. Il faut combien de temps à peu près pour apprendre les pas de base si on veut commencer, si vous voulez commencer le dance dancing? On va... Attends, oh là 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 là. Attends, je reprends. Hey, Iron! Viens! Laetitia, explique-nous d'abord ce qu'est... Dans le prochain Votre Alsace, Delphine nous emmène dans les étoiles avec l'association Astro Aspac. Et nouveau numéro d'En route pour le contournement ouest de Strasbourg. Chaque mois, Alsace 20 vous propose un focus, un regard avec des témoins et des experts sur ce chantier véritablement hors norme. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Luc Fournier, directeur de la communication Vinci Autoroute. Comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Voilà, l'actualité, c'est par cela qu'on va commencer, puisque ça se passait ce matin. Le tribunal administratif de Strasbourg a rendu sa décision par rapport aux interdictions au titre des espèces protégées. Les travaux préparatoires sont maintenus. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous allez pouvoir travailler plus sereinement? Oui, vraisemblablement, bien sûr, les travaux préparatoires sont maintenus. Des arrêtés qui dataient de janvier 2017 avaient été attaqués, effectivement, non suspendus à l'époque. Donc des arrêtés qui avaient, dont les mesures compensatoires liées à ces travaux préparatoires avaient été validées à l'époque par le CNPN, le Conseil national de la protection de la nature. Les juges du tribunal administratif ont estimé que de préparer ce chantier avec des premiers travaux qui allaient permettre ensuite la conception de contournement de l'infrastructure était effectivement la meilleure façon en fait, de répondre aux enjeux écologiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les travaux continuent? Les travaux continuent, les travaux préparatoires étaient d'ailleurs en voie d'achèvement. Voilà, les travaux sont bien entamés, vous allez voir ces photos sur l'avancée des travaux. Comment ça se passe aujourd'hui et c'est quoi la progression? Écoutez, la progression est maintenant tout à fait normale depuis le mois d'octobre, fin septembre, début octobre, depuis que les travaux définitifs de construction ont démarré, avec les autorisations administratives qui ont été prises fin août par le préfet. Donc ce sont des travaux effectivement de terrassement, ce sont des travaux de préparation, bien sûr l'archéologie continue, on en reparlera je crois un petit peu après. Maintenant il y a les sujets effectivement météorologiques qui vont sans doute conditionner les plannings là, pour cet hiver. Voilà, le froid peut changer les choses? Alors dans ces métiers, en fait, le froid indispose les gens qui font du génie civil, qui font des ouvrages notamment,
Et sur la dureté des sols sur la dureté des sols, notamment moins pour les terrassiers. Les terrassiers, c'est plutôt effectivement la pluie qui les embête. Voilà, et la boue. Alors on va parler des compensations, parce que pour le grand public, parfois c'est un petit peu obscur. Pour préparer vos travaux, vous faites donc des sondages des sous-sols, des sondages archéologiques, des déviations de réseaux qui peuvent évidemment impacter la faune et la flore. Et donc, dans chaque mètre de travaux que vous devez réaliser, vous devez, alors je vais mettre des guillemets, vous devez compenser avant. Ça veut dire quoi, compenser avant? Oui, donc il y a effectivement une mécanique de compensation qui a été mise en place par les autorités. Tout projet effectivement d'infrastructure qui interfère sur des milieux naturels, et notamment là où il y a des espèces protégées, ces projets doivent mettre en place des mesures de compensation. Donc il faut rappeler que sur le COS, sur le contournement de Strasbourg, pour environ 260 hectares d'emprise, nous allons mettre en place 1260 hectares de compensation. C'est 4 fois plus quasiment. C'est quasiment 4 fois plus, voire 5 fois plus, quels que soient les milieux naturels. Donc on parle de zones humides, on parle de zones de protection du hamster. Si je comprends bien, Jean-Luc Fournier, vous enlevez 100 mètres, on a vu les scrappers là, qui faisaient leur travail, vous enlevez une bande de 100 mètres sur 10, vous devez faire 400 mètres ailleurs. Alors nous devons effectivement, selon les milieux, c'est assez compliqué, mais selon les milieux naturels qui sont, je vais prendre par exemple un exemple, selon les milieux naturels qui sont, percutés par les travaux, si je prends l'exemple par exemple des cours d'eau, avec les berges qui accueillent de l'avifaune, donc des oiseaux qui sont propres effectivement à ces cours d'eau. Nous allons impacter 288 mètres linéaires de berges, en fait. Et nous allons devoir compenser par 605 mètres. Et pour cela, donc, on voit bien qu'on a un coefficient de 2,5. Ça veut dire que pour tout travaux qui démarrent sur 1 mètre de berge, on devra avoir déjà mis en place 2 mètres de berge. Voilà, et pas après. Tout à fait, de berge avec un impact positif sur l'environnement, parce que ce qu'on recherche et ce qui nous est demandé, c'est un gain positif de biodiversité sur l'ensemble du projet. Voilà, c'était bien quand même de le préciser. Du côté des archéologues, les fouilles se poursuivent et réservent, vous allez le voir, quelques surprises. Mathieu Chanvillard. Petit à petit, centimètre par centimètre, l'histoire refait surface. Ici, les archéologues ont mis à jour un ensemble de tombes réunies dans un tumulus, une butte de terre de 30 mètres de diamètre et 6 mètres de haut. Autour d'une tombe centrale, probablement celle d'un personnage important, sont disposées une vingtaine de sépultures et certaines ont révélé de belles surprises. Certains squelettes étaient dotés de parures assez riches. Donc surtout des objets en bronze, des fibules, des épingles. On a aussi des boucles de ceinture en bronze. Et on a même des restes d'un collier en corail. Ce collier en corail de Méditerranée témoigne des échanges qui existaient au premier âge du fer. Et si les fouilles sur le terrain sont maintenant terminées, les études, elles, ne font que commencer pour en savoir plus sur ceux qui vivaient là il y a 2500 ans. En fait, le monde des morts reflète le monde des vivants. Donc là, par exemple, on arrive à voir qu'on est à côté d'un habitat relativement aisé. Alors, on ne sait pas où il est. Pour l'instant, on n'a pas de trace de cet habitat. Mais forcément, les sépultures ne sont jamais très éloignées. Donc là, on peut dire qu'on est à côté d'un site d'habitat relativement aisé. Contrairement à d'autres sites qu'on a pu trouver où c'est des gens peut-être plus modestes. Des analyses ADN et au carbone 14 permettront notamment de savoir si les individus enterrés ici appartenaient au même groupe familial. Pour les archéologues et les anthropologues, le travail ne fait que commencer. Voilà, c'est intéressant. On tombe sur une sépulture, c'est qu'il y a peut-être une maison à côté. Est-ce que les fouilles continuent actuellement ? Oui, donc c'est toute effectivement la richesse de la construction d'une infrastructure. Il y a des prescriptions de fouilles. Il y a 33 fouilles qui ont été prescrites, qui, toute superficie confondue, représentent à peu près 60 hectares de fouilles. Aujourd'hui, donc, il y a une quinzaine de fouilles qui sont en cours. Sur les 33, il y en a 13 qui ont été terminées. Et l'archéologie préventive, donc ces phases effectivement de diagnostic et de fouilles, devraient se terminer à l'été 2019. Voilà, on fera un large point d'ici un mois sur ces fouilles. Vous avez récemment agrandi la base vie. Ce qu'on appelle la base vie, c'est l'endroit où finalement tout s'agrège et tout part. C'est à Dutlenheim, vous allez voir quelques images. Ça se trouve sur la portion sud du tracé. Ça veut dire que le COS, en agrandissant une base vie, c'est de l'emploi. Il faut mettre des bureaux à disponibilité pour les gens. Oui, mais tout à fait. Donc cette base vie accueille
ce qu'on appelle le staff de l'organisation du projet, et accueille aussi maintenant effectivement des compagnons, des ouvriers, des agents de maîtrise qui viennent prendre quotidiennement leur poste, puisqu'ils sont sur le tracé et ils effectuent des travaux. Donc il y a de nouvelles embauches, on va en parler, mais effectivement c'est une prise de poste ici sur cette base vie, et nous devons agrandir simplement parce qu'il y a des locaux sanitaires, il va y avoir des locaux de maintenance et autres. Sur les jobs à venir, ça va être quoi les besoins dans les mois à venir? Alors nous avons déjà fait des recrutements. Aujourd'hui, nous en sommes à 40 recrutements locaux. On parle de recrutement de l'emploi alsacien, donc dans un contexte relativement tendu aujourd'hui en Alsace en termes d'emploi. Sur ces emplois, effectivement, qui sont des emplois de conducteurs d'engins, de coffreurs, de maçons, de gens qui sont dédiés aux voiries, aux travaux de voirie et autres. Donc nous avons déjà fait ces 40 recrutements et nous allons, pour pouvoir effectivement bénéficier d'un vivier formé, eh bien installer notre propre plateforme de formation, notamment, dans les semaines à venir. Donc nous allons former une première vague de 60 à 80 conducteurs d'engins chez nous, donc sur cette base vie, avec effectivement un site de formation, une plateforme spécifique. Et ça va permettre, et on le fait avec Pôle emploi, pour ces effectivement recrutements et ces profils, ça va permettre au personnel donc de bénéficier notamment de certificats d'aptitude à la conduite des engins spéciaux qu'on appelle des CACES. Ça veut dire que si des jeunes là nous entendent et cherchent un peu de boulot, ou en tout cas à se former pour un nouveau métier, ils peuvent passer par le Pôle emploi ou par vous? La porte d'entrée est Pôle emploi. Voilà, c'est un accord que nous avons passé avec cet établissement public, c'est Pôle emploi. Voilà, on a vu les terrassiers, on a vu ce travail avec les grands scrappers. Quand est-ce qu'on va commencer à mettre du bitume sur le tracé? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce tracé est un tracé qui se fait en pointillé. Il y a la juxtaposition de tout un tas de métiers, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des terrassiers avec des engins relativement importants qui travaillent quasiment en proximité d'archéologues. Ouais. Et ça sera effectivement quelque chose que l'on observera tout au long de ce chantier. Mais malgré tout, pour répondre à votre question, ce qu'on appelle les premiers enrobés, les premiers bitumes, vont être posés en début d'année prochaine sur des déviations provisoires, c'est-à-dire que notre infrastructure va intercepter des voiries, des routes départementales que l'on va dévier, on va mettre nos premiers enrobés, et sur le tracé du COS à proprement parler, les premiers enrobés vont s'étaler vraisemblablement janvier, février. Fin 2019. Voilà, alors il faut mettre le doigt là où ça fait mal parfois. Les déviations, ça veut dire qu'il y aura des problèmes de circulation aussi. Vous préparez comment avec la population? Il y a un site internet, là, on a fait une capture d'écran. Vous avez mis en place un site internet où on peut aller voir en disant tiens, il y a des travaux chez moi, parce qu'il faut bien que, voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc il va bien falloir dévier parfois. Il y a cet outil à disposition. Tout à fait, donc il y a un certain nombre de routes, effectivement, qui sont interceptées entre deux communes. La plupart du temps, les travaux, ou tout au moins la fermeture de la route, ne durera que quelques jours. Le temps, effectivement, de raccorder cette déviation, ça peut durer plus longtemps. On a vu, là, à ce moment, on a une route communale à Duttenheim qui est fermée pour 6 mois. Donc on a mis en place, effectivement, un site internet, donc sur le site que vous allez préciser à la fin. Oui, c'est contournement-strasbourg.fr, mais il s'affiche. Donc on a mis en place effectivement 2 outils, un synoptique qui permet de voir où se déroulent les travaux, et ça va même un petit peu plus loin, puisqu'il y a des liens hypertextes qui permettent de voir qu'est-ce que l'on va faire comme travaux, notamment les ouvrages de rétablissement de voirie, on les voit avec des images de synthèse, et puis un autre outil qui permet de s'abonner de façon hebdomadaire à un bulletin d'information qui va permettre effectivement aux uns et aux autres de voir s'il y a dans leur trajet du quotidien, notamment des déviations qui sont mises en place, parce que si on ferme un axe, on le dévie. Alors quand on voit ces images, regardez, c'est effectivement ce trajet en 3D, regardez, ça va réellement ressembler à ça, Jean-Luc Fournier ? Oui, ça va réellement ressembler à ça, puisque cette maquette, encore une fois, a été travaillée à partir de données numériques, de données terrain, qui ont été recoupées avec notamment l'IGN. Et oui, c'est fidèle, notamment pour tout ce qui est des reliefs, c'est très fidèle. Voilà, vous avez toutes les informations, et si vous voulez également poser des questions, vous avez ce mail qui s'affiche. Merci beaucoup, Jean-Luc Fournier, pour ces explications. Merci Lionel. Et bon boulot à vous. Nous, on va se retrouver dans un mois. Je dis qu'on parlera d'archéologie. Ça sera le moment vraiment de faire un véritable point sur tout ce qui a été fait, trouvé, et tout ce que ça nous apprend finalement aussi sur notre propre histoire alsacienne. Merci de votre fidélité. Salut.